L'océan a de quoi inquiéter. Il y a tant de créatures terrifiantes qui se cachent sous sa surface. Telle cette silhouette massive, aux flancs rayés de gris, au museau pointu et aux terribles mâchoires. Parmi les requins de toute espèce, c'est sans doute celui qui a le plus attaqué et tué d'êtres humains. Il peut atteindre 6 mètres de long et peser presque 1 tonne. Si les exploits des grands requins blancs relèvent en grande partie de la légende, par contre, cet animal-là mérite qu'on le craigne. J'ai senti quelque chose de très douloureux et en regardant au-dessous, j'ai aperçu un requin gueule grande ouverte. Je pouvais plonger le regard jusqu'au fond de sa gorge. De tous les requins, c'est sans doute le plus dangereux. On l'appelle le requin-tigre. Dans la langue des touristes, Hawaï est synonyme de paradis sur terre. Ici, le ciel bleu se reflète à longueur de journée dans une mer tout aussi bleue. Il fait si bon barboter dans des eaux si tranquilles. Pourquoi alors des guetteurs pour scruter l'océan? C'est qu'au-dessous des paradis les plus paisibles se creusent parfois des abîmes inquiétants. La faible profondeur de l'eau près des rivages n'assure aux baigneurs aucune protection. Le requin-tigre, en effet, s'aventure souvent sur les hauts fonds sablonneux où les enfants ont pied. J'ai senti quelque chose de très violent soulever mes pieds et s'y cramponner. C'était énorme, une tête, seulement une tête. Je n'ai pas vu ses dents, seulement une gueule béante. Et aussi très nettement ses yeux, noirs. On m'a demandé comment savez-vous que c'était un requin-tigre, comme s'il y en avait d'autres avec des rayures. Sortir vivant et entier de ce genre de rencontre, c'est plus que de la chance, un miracle. Il faisait très beau à Hawaï, cet autre jour où les choses n'ont pas très bien tourné. Michael, le fils de Carla Bailey, était parti de bonne heure pour aller surfer. Le téléphone a sonné vers 8 heures du matin. Les urgences. Il y avait un docteur au bout du fil. Ses premiers mots ont été « Je n'arrive pas à croire que votre fils ait pu livrer un combat aussi courageux à ce requin. » Un combat courageux mais tellement inégal. Les vagues étaient parfaites. Une des premières belles houles de l'hiver. J'ai aperçu un requin qui arrivait sur moi et il m'a attrapé par les 2 jambes et m'a secoué d'avant en arrière. J'ai pensé à rien d'autre qu'à le frapper. Et j'ai cogné dessus 2 ou 3 fois. Alors il m'a lâché et a plongé vers le fond. Pendant qu'il me secouait et que j'essayais d'arracher mes jambes de sa gueule,
Je me suis coupé un doigt. Quand j'ai vu ce sang, j'ai commencé à paniquer. J'avais jamais vu autant de sang de ma vie. Je me suis dit qu'il valait mieux que je rentre. Et alors que je pagayais, ma jambe droite s'est mise à vibrer comme agitée de spasmes. Ça me donnait l'impression que le requin était là à mâchonner la jambe. Tout en pagayant, j'ai regardé derrière moi et tout ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait plus de pied. Seulement ma jambe dégoulinante de sang. Je me suis presque évanoui. Et puis il y a eu une vague que j'ai pu prendre jusqu'au rivage. C'était une belle journée qui a bien failli être la dernière pour Michael Coutts. Les habitants d'Hawaï disent que les requins-tigres sont farouchement territoriaux, signifiant par là qu'ils s'attribuent une portion de littoral où ils se jettent sur tout ce qui passe à leur portée, à commencer par les surfeurs imprudents qu'ils prennent pour de grosses tortues de mer. Et chaque attaque de requin déchaîne notre vieil instinct de vengeance. Ce sentiment très ancré en chacun de nous, que celui qui a tué doit périr à son tour. Un besoin de vengeance qui débouche sur des exterminations de masse. C'est nécessaire pour répondre à toutes ces attaques. La mort d'un seul homme, c'est déjà trop. Les agressions commises par des requins sont lourdement amplifiées par les médias, jusqu'à faire croire qu'elles se multiplient comme une épidémie. En réalité, elles sont rares. À peine 2 agressions dans les eaux d'Hawaï en un an. Par contre, des milliers de requins ont été massacrés au cours de campagnes organisées, sans qu'on ait la certitude d'abattre dans le lot de véritables mangeurs d'hommes. D'ailleurs, malgré ces massacres, les attaques se sont poursuivies. L'État d'Hawaï a voulu comprendre pourquoi et a décidé de mener une enquête sur les requins-tigres et leur comportement. Enquête confiée au professeur Kim Holland. Nous avons relevé 2 attaques mortelles en 12 mois. Et chaque fois qu'un semblable accident se produit, une question se pose. Comment peut-on éviter ça? En fait, il nous a paru évident que nous n'avions pas assez d'informations pour répondre à cette question. Première chose à faire, capturer quelques spécimens de requins-tigres. On ne s'intéresse qu'aux requins-tigres, d'où la taille de nos appâts et de nos hameçons. Nous nous cantonnons aux gros requins. En voilà un tout jeune, environ 2 mètres. Un joli spécimen. Il suffit de les retourner. Dès qu'un requin est sur le dos, il s'assoupit. Un curieux phénomène que les scientifiques appellent l'immobilité tonique. Le but de Holland est de pouvoir suivre les déplacements de ce requin sous l'eau. Pour cela, il va, après avoir incisé légèrement son ventre, poser sous sa peau un émetteur miniature. Avec un peu de chance, cet équipement devrait fournir pas mal d'informations à Holland et lui indiquer en particulier si ce requin est un habitué des zones côtières ou s'il navigue habituellement plus au large. Grâce au sommeil de leurs patients, l'opération peut se faire rapidement et sans danger pour le requin, qui cicatrise très vite. Mais si pour les requins ces interventions sont sans risque, il n'en est pas forcément de même pour les scientifiques qui la pratiquent, comme l'explique le professeur Holland. Une fois, on en a attrapé un qui faisait 5 mètres. Et pendant qu'on essayait de le mater, il s'est débarrassé de l'hameçon et on ne le tenait plus que par la queue. Il a failli nous faire chavirer, jusqu'à ce qu'on le retourne sur le dos et qu'il s'endorme.
Ces mini-émetteurs sont branchés sur un équipement de détection très perfectionné, ce qui offre à Holland la possibilité de suivre les moindres déplacements de son requin avec une remarquable précision. Quand le requin s'approche du moniteur posé sur le fond, cela réactive le mini-émetteur que nous avons mis en place et qui nous transmet toutes les informations qu'il a recueillies sur la navigation de l'animal. Toutes ces précisions sont obtenues sans qu'on ait à le capturer à nouveau. L'analyse des informations ainsi recueillies allait révéler des choses surprenantes à Kim Holland. Nous nous sommes aperçus que ces requins peuvent franchir en 24 heures des distances considérables. Ainsi, il arrive qu'un requin capturé près de la côte d'Oahu se retrouve le lendemain à une 60aine de kilomètres. On ne s'attendait pas du tout à ça. On était convaincus que c'était des habitants des zones côtières. Grâce à l'équipement de Kim Holland, nous savons aujourd'hui que le champ d'action des requins s'étend bien au-delà des côtes où ils viennent marauder. Cela veut dire qu'en cas d'attaque, les chances de se saisir du coupable sont faibles, car dans le jour qui suit, il sera déjà loin du lieu de l'agression. En un mot, dans le cas des requins-tigres, il est difficile de punir les coupables. Le seul résultat serait de tuer un innocent, ou plusieurs, comme dans le cas de ces bébés requins que leur mère portait depuis près d'1 an et qui allaient venir au monde incessamment. Les observations de Kim Holland auront permis de venir à bout d'une idée fausse. Loin d'être des côtiers, les requins-tigres sont en fait des navigateurs de haute mer, qui ne s'approchent des rivages que pour des attaques ponctuelles. Si les requins-tigres sont aussi mobiles qu'Holland le soupçonne, quelle distance sont-ils capables de parcourir ? Un requin que nous aurions marqué ici à Oahu pourrait peut-être, en passant de haut fond en haut fond, parvenir par exemple jusqu'au banc de sable dit de la frégate française. Les requins-tigres ne manquent pas de bonnes raisons pour vouloir se rendre sur ces hauts fonds, même s'il y a près de 1000 km qui les séparent de l'archipel. Ces îlots sablonneux que l'activité volcanique a fait surgir de l'océan sont en effet un des lieux préférés d'accouplement et de ponte de nombreuses espèces marines, phoques, albatros ou tortues. Et lorsqu'arrive le printemps, saison de l'abondance, la vie de tous côtés explose. Toutes ces proies sans défense, voilà qui est suffisant pour attirer les requins-tigres. Près de 90% des tortues de mer vivant dans les parages de l'archipel d'Hawaï convergent alors vers ces îlots avec un seul souci, trouver un partenaire pour s'accoupler. Les eaux peu profondes où les accouplements ont lieu sont loin d'être sûres. La tortue franche est un animal presque exclusivement marin. Et
qui ne sort de l'océan que le temps d'aller déposer ses œufs sous le sable des plages. Tandis que les uns atterrissent, les autres plongent. Les phoques adultes sont de merveilleux nageurs, et depuis 15 millions d'années qu'ils croisent la route des requins, ils en ont pris la mesure. Les véritables prédateurs de ces phoques moines des îles Hawaï, ce ne sont pas les requins, mais les hommes, les chasseurs qui convoitent leur huile et leur graisse et les ont pratiquement exterminés. On estime à peine plus de 1300 le nombre de phoques moines qui vivent encore dans ces eaux. Les autorités ont décidé de les protéger des attaques des requins-tigres, pas protéger les adultes. Nous savons qu'ils n'ont presque rien à craindre de ceux-ci. Ce qui est en jeu, ce sont les tout jeunes. Et ce sont eux sur lesquels veillent des chercheurs comme Mitch Gregg et Melissa Shaw, qui se consacrent à la protection de l'espèce. Ces nouveau-nés sont d'autant plus précieux que les mères ne donnent le jour qu'à un seul petit par saison. Chaque bébé va téter jour et nuit, presque sans interruption, pendant 1 mois et demi. Normal, les chers petits, pour avoir un espoir de survivre, doivent passer en une quarantaine de jours d'un poids de naissance de 15 kg à près de 100 kg. Quant à la mère, obligée de rester aux côtés de son petit pour l'allaiter et veiller sur lui, elle jeûnera pendant tout ce temps-là. Vient le temps du sevrage. Pour la mère, c'est la possibilité de retourner enfin vers l'océan, y refaire ses forces. Et elle en a rudement besoin. Dans son rôle de nourrice, elle a perdu la moitié de son poids. Le bébé phoque n'est pas encore bien vaillant, plutôt gonflé que costaud. Pourtant, il devra désormais trouver seul sa nourriture s'il ne veut pas mourir de faim. L'océan, où les jeunes phoques seront bientôt si à l'aise, est pour l'instant un monde hostile où patrouille le terrible requin-tigre. Il y a un bébé phoque là-bas, tout juste sevré, on dirait, et pas en très grande forme. Tu as raison. Mon Dieu, Mitch. Une morsure pareille, c'est sans doute un requin-tigre. Je vois le muscle à vif, Mitch. Oui, c'est horrible. Tu crois qu'il s'en tirera? Avec une telle morsure, c'est peu probable. On estime qu'au cours de l'année passée, une vingtaine de bébés phoques ont subi des attaques semblables. Ces deux hommes, Brad Witherby et Chris Lowe, sont d'anciens élèves de Kim Holland, et l'étude des requins est devenue pour eux une véritable passion. On a commencé par désigner les requins-tigres comme les responsables de ces attaques contre les bébés phoques. La conséquence, c'est qu'à cause de cela, certains chercheurs ont sérieusement envisagé d'éliminer ou de réduire la population de ces requins. Les requins-tigres étaient-ils vraiment les seuls coupables? Chris et Brad ont décidé de mener une enquête dans les eaux où on a eu à déplorer le plus de victimes.
Leur première prise est un gros requin des Galapagos. Ils l'ont pêché à quelques mètres de l'endroit où barbotent les bébés phoques. Il s'agit d'un requin de récif, tel qu'on en rencontre fréquemment sur ces hauts fonds, parfois d'ailleurs en vaste troupe. Ces requins semblent avoir acquis un goût certain pour les bébés phoques. Avant de pouvoir disculper les requins-tigres des crimes dont on les accuse, Brad et Chris doivent expliquer pourquoi ils viennent ici si nombreux à cette époque-ci. En fait, ils sont convaincus qu'il y a une autre raison à leur venue. Une raison qui s'appelle Albatros. Sur une piste improvisée au bord de l'eau, un apprenti aviateur s'entraîne à décoller. Il suffit, semble-t-il, à l'albatros de déployer ses ailes immenses, plus de 2 mètres d'envergure, pour planer sans fin dans le ciel, son royaume. En effet, lorsque ces grands oiseaux prennent leur envol, c'est pour des voyages sans fin au-dessus des océans. Et s'ils consentent à une escale, c'est uniquement pour se reproduire, le temps d'élever un petit, un seul par couvée. Au bout de quelques semaines, le bébé albatros peut commencer à se défendre seul contre les agressions extérieures. Mais il n'est pas question encore pour lui de voler. Autant ces oiseaux sont légers et efficaces dans leur vol, autant ils sont lourds et maladroits au sol. Les jeunes albatros devront attendre pour la plupart 8 à 10 mois pour réussir leur premier envol. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir multiplié les tentatives de décollage, en agitant éperdument leurs ailes de géants, pour de piteux échecs. Lorsque ces tentatives se terminent ventre au sol, c'est un moindre mal. Mais il arrive qu'un de ces apprentis dépasse le rivage et tombe dans la mer, où les implacables requins-tigres montent la garde. Ce genre de drame se reproduit tous les ans, et on estime que 10% environ des jeunes albatros nés sur ces îlots en sont victimes. Chris et Brad se demandent si ces requins sont des visiteurs de passage ou des résidents permanents. Pour le découvrir, ils vont exploiter le goût des requins pour la chair de l'albatros. Première chose à faire, insérer un radioémetteur dans l'estomac d'un albatros trouvé mort sur la plage. Il suffira ensuite de se servir de l'oiseau comme appât. Breakfast is served. Oh, that's a big one. Here it comes.
Il y en a deux. Là derrière, il y en a un deuxième. Deux requins pour une seule proie. Les deux rivaux vont prendre position et s'observer en tournant autour de l'oiseau. Après une brève bagarre, ou plutôt une simple séance d'intimidation, le plus gros saute sur l'appât. Pour les deux chercheurs, la seule chose importante est que l'émetteur ait été avalé et qu'il puisse suivre les déplacements du requin. Les signaux du radioémetteur sont captés par un microphone que Brad et Chris ont placé sous l'eau le long du bord de leur canot. Les deux hommes constatent avec surprise que leur requin revient chaque jour sur le même terrain de chasse, c'est-à-dire les eaux qui bordent la falaise où les jeunes albatros cessaient à décoller. Hé, voilà l'autre requin. C'est une blague. Non, c'est bien lui là-bas. Il n'y a pas de doute. Un deuxième requin également équipé par les deux hommes se trouve lui aussi dans ces eaux. Une conclusion s'impose à Brad et à Chris. Ces requins ne sont pas des visiteurs de passage. Ils ont leur territoire sur lequel ils reviennent chasser régulièrement, jour après jour. Toutes ces observations permettront de mieux connaître le magnifique animal qu'est le requin-tigre. Un animal capable de couvrir des distances considérables et qui ne connaît pas de frontières. Ainsi, un de ces requins, marqué sur la côte est des États-Unis, a été capturé sur une côte africaine à 4000 milles de distance. En fait, on trouve des requins-tigres partout où la température de l'eau leur convient, c'est-à-dire dans toutes les régions côtières chaudes. Au cours des mois d'été, les requins-tigres se rassemblent par milliers dans cette vaste baie de la côte ouest d'Australie, appelée la baie des requins. Autant la terre brûlée par le soleil est ici aride et désolée, autant les eaux côtières grouillent d'une vie pléthorique. Entre les récifs de corail et la côte s'étend une prairie sous-marine, la plus vaste au monde. Ce riche pâturage est un merveilleux terrain de maraude pour les requins-tigres. Ancien champion de natation converti à l'écologie sous-marine, Mike Hightouse s'est pris de passion pour les requins-tigres et il voyage dans le monde entier pour les étudier. Les meilleurs requins ne sont pas les requins morts, c'est sûr. Nous savons depuis longtemps que les prédateurs terrestres occupent une place importante dans l'écosystème. Mais nous avons été lents à comprendre qu'il en était de même pour les prédateurs sous-marins. Il est important de reconnaître que les meilleurs requins sont les requins vivants.
Ce qui m'intéresse, c'est le rôle exact du requin-tigre dans l'écosystème de la baie des requins, à quoi ils servent et comment ils influencent le comportement d'autres espèces comme les dauphins ou les tortues. Chaque jour, Mike se poste dans différents points de la baie pour observer ces chers requins dans des habitats sous-marins variés. Les bons jours, Mike parvient à attraper jusqu'à 7 requins dans la matinée. Doucement. Il y en a un. Sur la ligne numéro 1. Belle bête. Regarde ses rayures. Il y a moins de 20 minutes qu'il est là. Nous visitons les lignes fréquemment pour qu'ils soient encore en pleine forme quand nous les trouvons. Il est important d'éviter que ces requins restent accrochés trop longtemps à l'hameçon. Un problème de respiration, comme Mike l'explique. Tant qu'ils continuent à nager, ils parviennent à respirer. S'ils s'arrêtent, ils ne respirent plus. Tant qu'ils peuvent respirer, ils restent calmes. Autant de stress en moins. Maintenant, on va essayer de marquer celui-là pour savoir où on l'a pris. Si on l'attrape de nouveau, on calculera combien de temps a passé et de combien il ou elle a grandi. Recule-le un peu. Bon, c'est une femelle. La petite a été utile à la science. On va la libérer. Tu peux partir. Quelques coups de nageoire et la voilà avalée par la pénombre. Fade into the murk. Depuis 3 ans qu'il a entrepris cette étude, Mike a marqué plus de 250 requins-tigres, de toutes les tailles, depuis moins d'1 mètre à plus de 4 mètres. C'est un passionné des technologies de pointe et il est convaincu que les nouveaux instruments dont les chercheurs disposent permettront de mieux connaître le monde secret des requins. Tel cet appareil appelé CriterCam, une sorte de journal de bord électronique couplé à une caméra vidéo miniature et à des détecteurs qui mesurent la profondeur et la température de l'eau. La plupart du temps, les requins-tigres maraudent près du fond, où, opportunistes comme ils le sont, ils espèrent trouver des nourritures faciles. Ce rôle de charognard des hauts fonds n'est cependant pas leur principale activité. Dans la baie australienne, ils se comportent, comme le CriterCam l'a montré, de toute autre façon. Ce riche pâturage est fréquenté par la plupart des proies que le requin-tigre apprécie. Pour attaquer ses victimes, le requin-tigre a le choix entre 2 techniques,
également efficace. Soit de fondre sur la proie alors qu'elle est occupée à brouter sur le fond, soit de s'embusquer dans le tapis végétal pour les attaquer lorsqu'elles refont surface pour respirer. Mike dit du requin en chasse qu'il ondule, peut-être parce qu'il se calque sur les mouvements de sa proie. Rapidité, puissance, élégance, cette créature a disposé de quelques 40 millions d'années pour s'adapter au rythme de l'océan. Il faut le retourner ventre en l'air. Mike a appris que les sujets étudiés doivent être observés sous tous les angles. Voici ce que nous appelons la caméra des profondeurs, un nom tout à fait justifié. Elle permet de plonger le regard à l'intérieur de l'estomac d'un requin. Avant, il fallait leur ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y avait dedans. You okay up there? Bon, tu tournes, Jenny? Je suis prête. Allume le projo. L'estomac d'un requin est un véritable catalogue de ses menus récents, qui révèle où et quand il s'est approvisionné. Ces écailles que l'objectif devine sont tout ce qui reste d'un serpent de mer. Rien d'autre par ailleurs, ce qui indique, semble-t-il, que ce requin n'a pas eu grand-chose à croquer ces derniers temps. L'animal commence à sérieusement s'énerver. C'est le genre de choses qui arrivent si on les garde un peu trop longtemps. Ces requins-tigres sont d'une incroyable voracité, capables quand ils ont faim d'avaler n'importe quoi. Résultat, un véritable inventaire à l'après-vert. Un poisson-guitare, un poisson-lanterne, une anguille de mer, un bâton de craie, un rouleau de fil de fer, un sac en plastique, des coquillages, des restes de requins, de raies, d'oiseaux de mer, de tortues kawan, de tortues vertes, d'iguanes, de serpents marins, de chats, de chiens, de taureaux, de chevaux, de lamantins, de phoques, et j'ai à peine cité la moitié de ce qu'on trouve. Les grands prédateurs ne peuvent s'étudier, pense Mike, sans qu'on s'intéresse aux animaux qui vivent sur le même territoire. Il ne suffit pas d'observer la façon d'agir des requins. Il faut aussi savoir pourquoi ils se comportent comme ils le font. Et ça demande qu'on consacre plus de temps à l'observation des tortues, des dauphins ou des serpents marins qu'à celle des requins eux-mêmes. Mike est sorti dès l'aube. Les fonds très clairs ce jour-là vont permettre de s'intéresser de près aux tortues. Les tortues, c'est un peu le bétail de la baie, occupées à longueur de journée à brouter les plantes sous-marines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre si les tortues ont une influence sur la présence des requins dans ces eaux, et si les requins ont une influence sur le comportement des tortues. Nul autre qu'un requin-tigre ne pourrait pareillement entailler une aussi solide carapace. Mike ne peut pas grand-chose pour la tortue blessée. Il va mesurer son entaille avant de la rejeter avec douceur par-dessus bord.
Les tortues disposent pour se défendre d'une arme redoutable, leurs pattes avant, véritable battoir capable d'infliger des coups violents. Mais celle-ci, diminuée par sa blessure, est très vulnérable. En outre, ses habitudes, brouter sur le fond puis remonter à la surface pour respirer, conviennent parfaitement à la technique d'attaque préférée, du bas vers le haut, du requin-tigre. Des mâchoires comme celle-là sont faites pour mordre les matières les plus épaisses et les déchirer. Elles se referment sur la proie. Et en mordant latéralement et d'arrière en avant, ces mâchoires sont exactement ce qu'il faut pour perforer les plus solides protections, comme des carapaces de tortues ou les os de lamantins et de dauphins. Ils ont d'énormes gosiers et ils peuvent avaler leur nourriture toute ronde sans la mâcher. Mike est convaincu que la présence ici de requins-tigres a une influence sur toute la population animale de la baie, ne serait-ce que par la terreur qu'ils inspirent aux autres espèces, y compris les dauphins. Les dauphins, dotés pourtant de moyens de détection exceptionnels, ont du mal à repérer les requins-tigres si habiles à se dissimuler dans les eaux sombres. Les dauphins disposent de différents moyens de défense, le principal étant de se regrouper en vastes troupes, ce qui leur permet d'une part d'avoir des yeux partout pour repérer les requins et d'autre part de diminuer les risques pour chacun d'être attaqué. Attaqués pourtant, ils le sont souvent. 70% des dauphins de la baie portent des traces de morsures de requins. Lorsqu'un dauphin est attaqué par un requin, il peut parvenir à lui échapper en pivotant. Ils ont une épaisse couche de graisse et très souvent les dents du requin ne peuvent pas plonger jusqu'aux muscles. Si le dauphin parvient à pivoter, il s'en tirera le plus souvent. Le problème est différent en ce qui concerne les bébés dauphins. En règle générale, leur mère les protège d'une façon efficace. Mais elles doivent par moments relâcher leur surveillance, que ce soit pour dormir ou se procurer de la nourriture. Les requins sont féroces et font beaucoup de victimes, mais ils sont eux-mêmes assez vulnérables. Celui-ci, qui flotte entre deux eaux, est en train de mourir étouffé. Sans doute est-il resté trop longtemps prisonnier d'un hameçon de Mike, ce qui l'empêchait de respirer. Mike doit faire quelque chose, même si c'est très risqué de plonger dans ces eaux. Le temps presse. Mike a décidé de traîner l'animal là où le courant est le plus fort. En traversant ses ouïes, l'eau va lui prodiguer l'indispensable oxygène.
Je suis très attaché à ces animaux. Or, nos interventions peuvent provoquer des dégâts, même si nous essayons de les minimiser. Quand je vois un requin qui est mal en point, ça me rend malade. Et j'essaie de tout faire pour l'aider. Bon Dieu, il est toujours immobile sur le fond. Il aura fallu 2 tentatives de sauvetage et une vingtaine de minutes d'effort pour que le requin parvienne enfin à repartir. Il y a déjà 3 ans que Mike poursuit ses recherches dans la baie des requins. Les informations qu'il a réunies intéressent vivement les spécialistes. Ce qu'il a constaté, c'est que les requins sont particulièrement nombreux lorsque l'eau se réchauffe. Il faut dire que si la mer est chaude, elle devient un véritable bouillon où pullulent les animaux marins. Entre les serpents de mer, les tortues, les lamantins, les requins-tigres n'ont que l'embarras du choix pour satisfaire leur voracité. Les lamantins surtout. Leur goût délicat et leur poids, jusqu'à 1 tonne, en font des mets très appréciés. La baie des requins, à cause de sa riche prairie sous-marine, est un des principaux sites où l'on trouve encore des lamantins, une espèce dont la survie est menacée. L'ennui, c'est que ces gentils mammifères ont un appétit d'ogre et dévorent chaque jour près de 50 kg de matière végétale, soit pour les 12 000 lamantins qu'abrite la baie, une consommation totale de 600 000 kg, 600 tonnes de végétation par jour. La végétation sous-marine que nous avons à Shark Bay est le point de départ, le fondement d'une vie foisonnante. Mais elle a des problèmes. Des problèmes dus à des espèces que nous souhaitons protéger et qui sont très populaires. Lamantins et tortues sont mignons, il faut les sauver. En fait, ce sont les ennemis de cette végétation. Pour peu que la population des lamantins augmente, l'équilibre écologique de la baie s'en trouverait menacé. Heureusement, pourrait-on dire, il y a les requins-tigres. Car les lamantins, malgré leur aspect bien inoffensif, sont de très bons nageurs, difficiles à attraper. Les requins-tigres, comme les loups, appartiennent à cette catégorie de grands prédateurs, honnis de tous mais indispensables au maintien des grands équilibres naturels. C'est à eux qu'il revient d'éliminer les plus faibles, les infirmes, les malades ou les animaux trop vieux. Grâce à ces requins, la population des lamantins reste stable au long des années.
et la végétation sous-marine reste florissante, conservant à la baie des requins son délicat équilibre vital. Ils influencent le comportement des animaux qu'ils côtoient. Les supprimer risquerait de détruire tout le système. Ce ne sont pas des machines à tuer brutales dont nous devons nous débarrasser. Ce sont des animaux qui jouent un rôle essentiel. Et il est indispensable que nous les laissions évoluer naturellement au cœur de ces systèmes. Il nous faut avoir l'intelligence de comprendre l'ambivalence des requins-tigres. Grands prédateurs d'une part, et garants d'autre part, d'une vie sous-marine diverse et équilibrée. Je n'en veux pas aux requins. Ils ont faim et il faut qu'ils mangent. Et nous faisons partie des proies possibles. À l'hôpital, je me demandais quand je retournerai dans l'eau. Et est-ce que ce sera possible? Parce que c'est une bonne partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait pu le dissuader d'y aller. L'océan est ce qu'il préfère au monde. Le requin était là ce matin-là. Michael devait avoir l'air d'une tortue. Et l'océan appartient au requin autant qu'à Michael ou à moi. Le requin-tigre a bien des visages. À Hawaï, il est un visiteur inattendu qui frappe soudainement pour disparaître aussitôt. Ailleurs, il sera un tueur à l'affût, patient et implacable. Ailleurs encore, comme dans la baie des requins, il est celui qui maintient l'équilibre naturel. C'est à coup sûr un prédateur, mais que nous devons respecter et côtoyer avec prudence lorsque nous pénétrons dans son royaume.